13h passées de 2 minutes, nous sommes en direct sur Sud Radio. Dans un instant, je recevrai Bruno Gassio et Denis Robert à l'occasion de la prochaine sortie du média Blast. Tout de suite, ne bougez pas. Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Sud Radio, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Alors comme chaque semaine, vous le savez, nous donnons la parole à ceux qui ne manient pas le politiquement correct et c'est encore une fois le cas de mes deux invités aujourd'hui. Nous sommes ensemble donc pendant 1 heure, c'est parti pour les Incorrectibles sur Sud Radio. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo. Alors, deux invités à l'honneur, je vous le disais, ce dimanche pour cette 7e émission de l'année. L'un est en studio avec moi, il manie tout autant la plume que l'humour, figure incontournable de la célèbre émission de Canal+, Les Guignols de l'info, dont il dirigera l'écriture pendant plus de 10 ans. Il est également auteur de plusieurs spectacles, producteur de télévision et essayiste. Et le second est avec nous en duplex, il est journaliste, écrivain et réalisateur de documentaires, spécialiste de la lutte contre la criminalité financière. En révélant l'affaire Clearstream, il est à l'origine du mouvement des lanceurs d'alerte en France. Tous deux sont des citoyens engagés, co-signataires de la tribune Nous ne sommes pas dupes, publiée dans le journal Libération pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes et affirmant que les Gilets jaunes, justement, c'est nous. Ils sont avec moi aujourd'hui pour nous parler, bien sûr, du lancement de Blast, le média d'information et d'investigation qui se veut libre et indépendant. Nous évoquerons aussi, bien sûr, avec eux l'actualité sociétale et politique du moment. Je vous demande, si je puis dire, comment d'accueillir Bruno Gassio avec nous en studio et Denis Robert en duplex. Il y a des gens qui applaudissent normalement. Voilà. Là, il n'y a pas de public. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Ça va, Denis, t'es là ? Bah écoute, oui, je suis là. Il fait quel temps dans ton pays ? Il fait moins 5, mais il fait un super soleil. Mais on est surveillé par les drones, les policiers, etc. Parce que là, je suis en Moselle, moi. Ouais. Et la Moselle, il y a plein de Sud-Africains qui se promènent un peu partout avec des virus. Les variants. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser poursuivre cette discussion un peu hors antenne. Alors, je le disais, donc, Blast, c'est un petit peu l'actualité du moment, pour vous en tout cas, puisque ça concerne aussi la liberté de la presse et la liberté d'expression. Donc, Denis Robert, je le disais, vous lancez donc ce site de financement, via un site de financement participatif, KissKissBankBank. Donc, ce site qui promet donc, on va dire, de révolutionner un petit peu l'information, mais vous êtes déjà un habitué. La campagne de récolte de fonds est toujours en cours. Elle a déjà atteint plus de 560 000 euros grâce aux dons de près de 6 000 contributeurs. C'est exceptionnel. Avant de nous présenter en détail Blast, c'est d'ores et déjà un succès, on peut le dire ? En tout cas, la campagne, j'étais assez confiant, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est extrêmement réjouissant de voir qu'une intuition qu'on porte depuis plusieurs mois se trouve plus que réalisée. C'est-à-dire que je craignais un peu que, compte tenu de l'état du pays, la paupérisation, etc., on ne rencontre pas véritablement de public. Mais là, c'est incroyable, quoi. Ils ont même sur le site KissKiss, ils n'ont jamais vu ça, quoi. Et nous, on est porté par cette vague, quoi. On se rend compte que ce qu'on a imaginé correspond à une attente du public et que le problème de fond qui est posé, c'est celui de l'information dans ce pays, de la censure, il faut appeler un chat, quoi, et du traitement des gilets jaunes, par exemple, ou de tout ça. Donc, il y a une vraie soif, donc, on nous fait confiance sur ce projet, mais en même temps, ce projet nous oblige. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte, et on le fera évidemment, le pari qu'on lance, c'est-à-dire une information libre et indépendante. Alors justement, présentez-nous un petit peu Blast en détail, parce que qu'est-ce que ça apporte de nouveau par rapport aux médias de réinformation qu'on a déjà vu se développer avec plus ou moins de succès. Qu'est-ce que Blast apportera de nouveau ? C'est sûr, j'allais dire presque son économie et son architecture, quoi. D'abord, Blast, concrètement, c'est une web TV, donc c'est une télévision sur Internet qui peut-être à terme sera dans les box d'ailleurs, mais pour l'instant c'est une web TV et c'est un site d'information. Donc c'est les deux et c'est porté par une équipe d'une vingtaine de journalistes, plus des pigistes, des intermittents. Enfin, on est tout un groupe, un écosystème, dont Bruno d'ailleurs, et on est une chaîne généraliste d'information, c'est-à-dire qu'on va traiter de tous les sujets, particulièrement sans doute la politique, l'économie, les affaires, l'investigation, mais il y aura aussi de l'humour, il y aura aussi des tas de choses qu'on pourra développer. Et son originalité, c'est son financement, tout simplement, et sa structure juridique.
on est une société coopérative à intérêt collectif et une entreprise de presse solidaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise commerciale. Tout l'argent récolté est entièrement réinvesti dans l'outil, le développement de l'outil et les emplois. C'est-à-dire qu'on va pas se verser de dividendes, on va pas. Donc on est condamné à gagner, quoi. On est condamné à se développer et on vit grâce à des abonnements et à des parts sociales, mais essentiellement des abonnements. Et l'abonnement est de 5 € par mois. Et les abonnés, si vous voulez, ont deux motivations. La première, c'est de faire vivre pour le plus grand nombre une chaîne d'intérêt général, c'est-à-dire de partager les informations qu'ils financent. Et en plus, ils ont accès à un certain nombre de programmes privilégiés. Mais voilà, on est sur un modèle économique que j'ai pu tester auparavant. Et pour moi, ça a été une vraie découverte. C'est-à-dire qu'il y a une économie du don. C'est-à-dire que les gens en ont tellement marre de l'état de l'information dans ce pays et sans doute de la politique, puisque tout est lié, puisqu'il y a comme quelque chose d'inéluctable en ce moment dans le combat entre Le Pen et Macron qu'on nous promet. Donc les gens ont besoin d'un outil d'information surtout qui ne soit pas confidentiel, pas sur abonnement. Enfin, ce sera un média de gauche quand même, ou pas ? Non, moi j'ai pas de. On me pose souvent la question que je sois de gauche, ça semble évident à beaucoup de gens. Mais par exemple dans le village où j'habite, le maire est de droite et je vote pour lui. C'est-à-dire que j'ai pas un rapport idéologique à la vie. Et quand on est journaliste, c'est prendre un très mauvais départ que de dire bah ouais, je suis un journaliste de gauche. Non, je suis un journaliste. Je crée un site d'information et l'information elle est ni de gauche ni de droite. Et sur Blast, on invitera des gens de tous les partis. Évidemment, on a des opinions, on a des valeurs qu'on va défendre, mais on n'est pas, voilà. Enfin, je suis d'abord journaliste. Alors, l'une des incarnations, vous le disiez, extrêmement connue des Français, ce sera bien sûr Bruno Gassio, donc qui est avec nous. On le remercie. Bruno, vous avez donc annoncé rejoindre cette équipe de Blast pour lancer. Alors, ce sera un JT humoristique. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce média là où vous attendez peut-être pas forcément? Alors d'abord, je voulais plus jamais travailler de ma vie. Et vous avez gagné tellement d'argent, c'est peut-être ça. Non, mais je sais, c'est très très désagréable pour les gens qui sont dans une merde noire. J'ai pas besoin de travailler parce que j'ai peu de besoins en fait. J'ai gagné beaucoup d'argent quand j'étais au Guignol et à Canal+. J'ai acheté les choses qu'il fallait acheter. J'ai besoin de très peu maintenant pour vivre. J'ai pas de goût de luxe. J'ai pas d'envie extravagante. Donc je peux vivre simplement, pas chichement. Je vis très bien, mais j'ai pas besoin de travailler. Et j'ai suivi Denis, parce que je le connais depuis Canal, où on se tirait la bourre. Je lui disais, est-ce que c'est toi qui va emmerder le plus le monde avec tes reportages, ou c'est les Guignols qui emmerdent le plus le monde? Et moi, j'étais sûr que c'était lui. Et on s'amusait avec ça, on se connaît depuis très longtemps. On se fréquentait pas spécialement, mais on se croisait tout le temps. On a toujours été proches. Il a fait un truc sur Cavana et j'étais dedans. Et quand il y a eu ce problème avec son ancien employeur... on va en parler, le média. Ouais, et... je lui ai dit, mais c'est dommage parce que tu sers à quelque chose dans le paysage audiovisuel. On a besoin de toi, faut pas que tu lâches l'affaire. Oui, petite parenthèse là, excusez-moi, je rebondis là-dessus parce que je voulais pas d'entrée de jeu vous en parler, mais Denis Robert, qu'est-ce qui s'est passé avec le média? Vous aussi, comme Maud Lancelin, vous avez connu un départ on va faire du people, je t'avais dit. Bah je t'avais dit, on est sur Sud Radio, viens, on s'en va. Non, mais quand même en deux mots. C'est pas ça, mais je m'en suis expliqué, j'ai pas spécialement envie de revenir là-dessus, mais pour moi, ça a été un épisode quand même assez douloureux. C'est-à-dire que quand j'ai repris je voulais reprendre mon boulot à la rentrée, parce que bizarrement, le média, je n'ai pas été seul, mais j'ai vraiment participé à son sauvetage. On est venu me chercher il y a 1 an et demi, alors que la boîte était au bord du dépôt de bilan, et j'ai travaillé comme une mule pendant 1 an et demi pour sauver le média. À la fin, il y avait beaucoup d'adhérents, il y avait beaucoup d'audience, et il y avait de l'argent dans les caisses. Donc j'avais réussi le pari, mais je suis tombé à la fois sur je vais être rapide, sur des idéologues justement qui n'ont pas supporté que j'incarne un peu trop peut-être ce média, et je suis tombé sur des fous aussi, c'est-à-dire des types qui étaient dans un fonctionnement. Qui par exemple crypto, je sais même pas comment le définir. Te laisse pas entraîner là-dedans, arrête. Non, mais pas de langue de bois justement. Et donc je me suis sauvé, et je pense que c'est un mal pour un bien, et c'est en réaction un peu à ce départ que j'ai décidé, pas seul, on est une vingtaine au départ, dès que j'ai compris que c'était râpé avec le média, je savais qu'on allait reconstruire
quelque chose qui s'est appelé assez rapidement Blast. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on lance la campagne de souscription, mais il y a eu un travail préparatoire de 3 mois où on a beaucoup discuté des programmes, de ce qu'on avait envie de faire, de ce qu'on n'avait pas envie de faire, etc. Donc, si vous voulez, le fait que la campagne réussisse, c'est pas franchement un hasard parce qu'on l'a travaillé et on savait qu'on avait un message fort à faire passer. Et ensuite, c'est l'argent qu'on récolte en ce moment, qui est essentiellement de l'argent d'abonnement, et il y a quelques contreparties, des bouquins, des choses comme ça. Elle est comme un feu qui va être alimenté, c'est-à-dire c'est une trésorerie de départ et ensuite on va constamment, dès qu'on aura des programmes comme le Journal décalé ou d'autres, ça va générer à la fois de nouveaux abonnements, de nouveaux dons, etc. Et donc on va partir avec une somme relativement conséquente, mais il y a une masse salariale, il y a tout ça, donc rien n'est gagné. Ce qui est réussi, c'est la campagne et elle n'est pas finie, il nous reste encore, on est à la moitié en gros, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez, presque on est à 578 000 € ce matin et on est à la moitié de la campagne. Donc, on peut imaginer surtout qu'on a d'autres annonces à faire, d'autres collaborations. Le million. On va annoncer au fur et à mesure. C'est marrant, je mets ça un peu en parallèle avec le succès de Michel Onfray et de sa web TV, enfin Front Populaire. Finalement, vous êtes un peu dans cette veine-là. Vous, Bruno Gassio, oui. Pardon. Vas-y. Allez-y. Non, mais parce que la chaîne d'Onfray est très marquée. Par contre, politiquement, puisqu'il y a des accords avec la droite, ils sont très dans un trip souverainiste à fond, et nous, on n'est pas là, quoi. Mais ceci dit, c'est très bien que ça existe et ça montre en tout cas, au-delà de nos différences, ça montre l'appétit des gens et l'envie du public de faire exister surtout, j'allais dire, dans un monde qui est si compliqué à décrypter avec les fake news, avec tout ce qu'on voit depuis s'accélérer depuis plusieurs mois, de faire exister des espaces, en tout cas pour nous, un espace de liberté et d'indépendance dont je suis le garant. C'est-à-dire, il y a aussi, je remercie Bruno de ce qu'il a dit de moi, mais il y a aussi ce parcours, quoi. J'ai 60 balais et c'est pas aujourd'hui que je vais changer. J'ai résisté à des tas de choses. Donc je pense que les gens, il y a une relation de confiance aussi qui s'est créée entre un public et moi. Je l'ai jamais trop ramené dans les médias, etc. J'ai toujours essayé d'être assez rigoureux dans mon travail de journaliste et d'être assez précis chaque fois que je fais quelque chose, je vais au bout, quoi. Donc il y a une relation de confiance qui s'est sans doute créée, et puis il y a surtout une équipe de gens très jeunes, de gens qui ont la moitié de mon âge autour de moi et qui vont faire de l'écologie, de l'économie, qui vont, Et vous parliez alors du JT décalé, je pense que c'est donc ce fameux JT que va animer Bruno Gassio tous les soirs à 20h. Pour les gens qui vont s'abonner, il y aura les éditos de Denis de 25-30 minutes. Et moi j'en ai regardé un, j'ai commencé hier, j'ai pas encore fini, mais c'est vraiment. Mais il y a une passion dans ce qu'il fait qui fait qu'il peut entraîner des gens. Tu les citeras, ceux, Denis, qui vont nous rejoindre. J'ai vu qu'il y avait Salomé Saké qui vient, j'ai vu ça ce matin. Alexis Poulain, non, il y a Poulain, il y a Renaï, il y a Gaël Giraud. Il y a Gaël Giraud, il y a Pablo Servigne. Ouais, puis on va faire des annonces dans les jours qui viennent parce qu'il y a des négociations en cours avec dans d'autres médias, des gens qui vont... Vous avez beaucoup de propositions de journalistes, de chercheurs ou de chercheuses ou de youtubeurs pour y collaborer? J'ai fait les comptes là, j'ai eu à peu près 500 CV c'est à peu près. J'en suis à tous les jours en ce moment, j'en ai une quarantaine. Concurrence et Canal. Sur Messenger, par mail, par SMS, etc. Donc j'essaie de répondre chaque fois et puis mais vous voyez quoi, il y a 2 phases dans le lancement. On va démarrer les programmes à la fin du mois de mars. Il n'y a pas de date encore précise. J'aimerais bien que ça se passe le jour du printemps, qu'on fasse une grande fête de lancement de la chaîne. Et puis en septembre on y verra plus clair. C'est-à-dire qu'à partir de mars on va faire des programmes, je pense tous les jours. Qui vont être diffusés sur
à la fois sur YouTube, mais aussi sur Peertube ou sur Mastodon. Donc, on veut pas non plus partir pieds et poings liés avec les GAFA ou avec Google, etc. Vu tout ce qui se passe en ce moment, on a intérêt à... Alors justement, vous disiez, là, ça me permet de faire la transition avec ce qui se passe en ce moment avec les GAFA. La liberté d'expression, on le voit, est de plus en plus menacée, on peut le dire, hein, puisque tous les contenus sont de plus en plus censurés s'il nous vient à l'idée de critiquer même la politique sanitaire du gouvernement, les vaccins. Enfin, il y a toute une charte sur YouTube qui a été mise en place. Vous, Bruno Gassio, qui étiez donc, je disais, à la tête des Guignols pendant plus de 10 ans, qui avait connu cette grande époque, vous diriez que la liberté d'expression, elle est menacée aujourd'hui plus que jamais ? C'est une question un peu délicate, parce que la liberté d'expression en France, elle est toujours dans les textes totales. Elle est encadrée très bien par la diffamation, l'injure publique, l'appel à la haine, l'apologie du crime, de la pédophilie, des choses comme ça. Le reste est libre, normalement. Sauf qu'il y a des petites entorses où on dit « Ah non, on ne peut plus dire ça ». Et les GAFAM ne sont pas dans la loi, ils sont dans une sorte de... ça se fait pas. Mais c'est à la loi de le dire, c'est pas à vous. Je trouve que on pourrait dire, on peut critiquer les vaccins, je sais pas du tout on peut critiquer ce qu'il y a dedans. Moi, j'irai me faire vacciner, je suis pas du tout complotiste, j'attends mon tour. Mais j'admets qu'il y a des gens qui disent non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des limites à la liberté d'expression, selon vous, Bruno Gassio ? Elles sont encadrées par la loi. Diffamation, injure publique, appel à la haine raciale, antisémitisme, toutes ces choses. Et je trouve pas que ce soit excessif. Insulter quelqu'un, personne trouve ça vraiment très bien. Diffamer quelqu'un, dire qu'il a fait quelque chose alors qu'il ne l'a pas fait, ou qu'il est quelque chose sans l'être, je trouve pas ça très bien. Enfin, la censure de Donald Trump sur Twitter, par exemple, vous étiez pour, contre ? C'est quand même ahurissant, c'était un président en exercice, quelle que soit son opinion. Mais je me suis exprimé là-dessus et sur Twitter pour dire que j'étais pas d'accord pour que une institution qui n'en est pas une, qui n'est pas élue, enlève à qui que ce soit, y compris le président des États-Unis, le droit de s'exprimer. C'est à la loi de le faire. Là, il y a eu... D'autant qu'il vient d'être acquitté. Il vient d'être acquitté, voilà, de son procès. Alors après, on pense ce qu'on veut des républicains là-bas qui ont... qui soutiennent encore Trump, visiblement. Donc ça veut dire que quoi que fasse Biden maintenant, il a 75 millions de bombes derrière lui, et chaque fois qu'il va l'ouvrir, il va prendre des claques. Donc ça va être très très compliqué pour lui et pour le reste du monde. Mais qu'une entreprise privée décide de couper la parole à quelqu'un, non, je suis pas d'accord avec ça. Même si on me dit, cette entreprise privée, elle a une charte, cette charte, vous la signez quand vous entrez, et cette charte s'appuie sur les lois communes. Mon cul, c'est pas vrai. Quand on lit la charte, parce qu'il faut quand même les lire maintenant, les chartes, ils ne sont pas totalement appuyés sur la loi commune. Ils se donnent une sorte de marge de manœuvre dans laquelle ils disent, oui, alors pour la loi commune, la liberté est totale, mais pour nous, pour la bienséance, il y a ces petits trucs-là, et c'est toujours des mots très vagues qui définissent. Il y avait... alors je ne vais pas retrouver le mot, c'est dommage, mais il y a toujours un mot vague qui permet une interprétation dans le sens de la censure. Et aujourd'hui, oui, on en est là. Et si les gens viennent s'abonner à des choses comme Blast, ou même le Média, ou même Mediapart, enfin tous ces endroits, c'est parce que... ils ont besoin d'une réinformation... Enfin, ils ont besoin d'être réinformés et de se dire que la représentation médiatique du monde dans les grands médias, elle est toujours orientée pour que rien ne change. Et si tout est orienté pour que rien n'échange, c'est que les gens qui détiennent ces médias n'ont pas envie que les choses changent. Parce qu'ils en vivent très bien de la façon dont ça tourne aujourd'hui. Mais qu'on ait des médias, parliez d'Onfray, visiblement on est différents. Mais c'est très bien qu'il existe, Onfray. Et si ça fonctionne, ça veut dire que des gens qui ne pensent pas comme moi... Il y a une demande. Il y a une demande pour ce genre de truc. Il y a une autre demande. Alors, Denis, il dit, il est de gauche, évidemment. Je suis de gauche, mais dans une définition de la gauche. Michel Onfray dit aussi qu'il est de gauche. Oui, il le dit, oui, mais il y a une définition de la gauche, pour moi. C'est dans une définition qui dit... ou qui dirait... Est-ce que ça veut encore dire quelque chose, d'ailleurs ? Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Pour moi, la gauche, c'est ce qui pense que le monde tel qu'il est peut être amélioré ou changé. La droite, c'est ce qui pense que le monde tel qu'il est fonctionne plutôt très bien et que demain, il faut qu'il fonctionne de la même façon. Quand la gauche cesse de se comporter, comme je viens de dire, elle devient la droite, point. Et ceux qui viennent de gauche
peuvent être des gens qui étaient au préalable des gens qui disaient il faut rien toucher, et puis qui se disent maintenant il faut faire la révolution, quoi. Donc en fait, cette bipolarisation, elle est nécessaire, non pas politiquement, elle est nécessaire sociologiquement, parce que sociologiquement, elle existe très profondément. Il y a des gens qui veulent changer, pour moi c'est la gauche. Il y a des gens qui veulent que rien ne bouge, c'est la droite. Denis Robert, justement, vous, quel regard vous portez également sur cette façon dont le gouvernement gère cette crise, notamment sanitaire et le traitement médiatique, en effet? À ce que dit Bruno, parce qu'on ne s'est pas concerté, mais je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, y compris sur Trump, etc. Avec un bémol, c'est sur cette question de la censure et de l'autoritarisme de cette République en marche et de ce gouvernement. Je pense qu'il y a une accélération de la censure, je pense qu'il y a une volonté de ce gouvernement affichée d'être autoritaire. On l'a vu avec le traitement des gilets jaunes, les violences policières, mais on le voit aussi, et c'est le plus grave, et c'est la raison pour laquelle je me lance dans l'aventure de Blast, aussi sur le contrôle de l'information. Bruno parlait de mots et d'expressions troubles. J'ai personnellement, dans les éditos que je faisais aux médias, été victime à 3 reprises d'une manière très nette d'une censure sous prétexte que j'attentais j'utilisais la haine et la violence pour faire passer des messages, parce que j'avais des titres qui étaient en marche vers l'insurrection, ou vous savez, c'est des titres qu'on met sur internet comme ça, et j'ai été dénoncé par des trolls macroniens sur YouTube, sur Facebook, et j'ai vu soudain des éditos qui auraient pu faire 1 million de vues, 2 millions de vues s'arrêter à 20 000 ou 30 000 vues. On avait 30 000 vues en 30 minutes, ce qui est beaucoup quand on balance un édito, et soudain, boum, ça s'arrête, parce qu'il y a c'est comme ça que ça marche. Et alors, ça pose le problème de ce gouvernement qui essaie de faire passer des lois, alors que, comme l'a dit Bruno, l'arsenal juridique existe, c'est-à-dire que si on diffame, si on est raciste, ou si on appelle à la haine ou à la violence, on porte plainte contre nous, j'ai pas de problème, je peux assumer tout ça. Là, c'est différent. On essaie de nous museler. Alors, on est tout petit pour l'instant, parce que face à nous, il y a quand même les chaînes mainstream qui déversent à longueur de journée des propos de syndicalistes policiers. Il y a de plus en plus de types de droite. On invite même maintenant Génération Identitaire sur CNews, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc ça passe comme une lettre à la poste, et nous, quand on essaie de réfléchir un peu sur par exemple, la violence des gilets jaunes, on nous a reproché, on l'a vu avec la loi de sécurité globale, mais bien avant, on voit bien qu'il y a une stratégie, il y a une musique qui est de plus en plus forte dans ce gouvernement pour faire passer des lois liberticides. Et là dès qu'on passait quand on faisait un édito où on passait par exemple une image de violence de gilets jaunes, qui se faisait tabasser ou un truc comme ça, boum, c'était censuré. C'est quand même incroyable. Alors justement, vous parliez un instant des générations identitaires sur CNews. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui vient maintenant chez Cyril Hanouna pour parler, s'exprimer, ça vous étonne pas plus ? Écoutez, moi j'ai toujours refusé, enfin j'ai été invité 2-3 fois, j'ai répondu un jour au mec, je préfère me casser une patte que de venir parler chez Hanouna. J'ai l'impression de me salir quand je vais là-bas. Et je me souviens qu'un de mes copains, lui qui est Juan Branco, il y a été, lui il y va parce qu'il allait défendre des gilets jaunes et tout, chacun fait comme il veut par rapport à ça. Pourquoi vous salir ? Moi je veux pas y aller, quoi. Enfin je trouve ça, j'ai d'ailleurs découvert la bêtise. C'est pornographique pour moi. Il y a une obscénité chez Hanouna. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de. Enfin, je vais pas développer ça ici, mais je reste assez fidèle à mes valeurs. J'irai jamais me compromettre sous prétexte que je vais gagner de l'audience dans des émissions aussi merdiques que celle-là, même si elles font des tas d'audiences, quoi. Et par contre, si tu as fait le tour là. Comment ? Je crois que tu as fait le tour là. Justement, je réponds sur Mélenchon, mais j'ai pas de problème par rapport à ça. Je veux dire, la violence et comment dire, elle est quand même du côté de chez Hanouna, quoi. Quand on voit comme il parle, comme il traite les gens, cette espèce de condescendance qu'il a, et puis il y a quand même des propos qui sont horribles, quoi. Enfin, moi je supporte pas cette dégradation de la télévision. Denis Robert, Bruno Gassio, vous êtes les invités des Incorrectibles sur Sud Radio jusqu'à 14h. Nous sommes en direct. Ne bougez pas, on revient dans un instant.
13h passées 30 minutes, toujours en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles avec nos invités cette semaine. Ils sont deux. Tout d'abord, Bruno Gassiot, qu'on ne présente plus, et Denis Robert, à l'occasion de la prochaine sortie de ce nouveau média Blast qui fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, Denis Robert, on parlait il y a un instant justement de médias et notamment de Cyril Hanouna avec lequel vous n'étiez pas tendre. Revenons un instant à ce mouvement des Gilets jaunes, puisque, on le rappelle, vous avez tous les deux soutenu ce mouvement en co-signant la tribune. Nous ne sommes pas dupes, c'était une tribune publiée dans l'IB. Alors mercredi, 2 policiers étaient mis en examen pour les violences causées lors des manifs il y a 2 ans, notamment le policier accusé d'avoir lancé la grenade qui a entraîné la perte de l'œil droit de l'un des leaders du mouvement, Jérôme Rodriguez. Dans une interview sur BFM TV, lui a affirmé que les véritables responsables qui ont causé son infirmité à l'œil sont les donneurs d'ordre, c'est-à-dire le gouvernement. Quelles sont vos réactions là-dessus, Bruno Gassiot? Ben oui, il a tout à fait raison. C'est que les flics font ce qu'on leur demande. Ils sont la force publique. Je préférais les gardiens de la paix, moi, mais ils sont aux ordres. Il y a une doctrine de maintien de l'ordre qui est. Je suis allé dans beaucoup de manifs de Gilets jaunes le samedi. La doctrine, c'est la NAS. C'est-à-dire qu'on marche, c'est assez bon enfant, ça fonctionne bien. Puis il y a des gens en armes autour, c'est-à-dire qu'ils sont casqués, ils ont des armes de guerre parfois, ils ont des choses, des boucliers, des genouillères, ils sont des matraques, des gros boucliers, ils sont là. C'est archi agressif. Il suffit qu'il y en ait un dans les flics qui bouge un petit peu pour que la foule l'injurie, crie dessus. Ça les arrange. Et puis après, on s'aperçoit qu'on ne peut plus partir ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. On est nassé. Et là, il y a des haut-parleurs qui nous disent « dispersez-vous ». Mais où, banane? Et puis comme personne ne bouge, tout le monde gueule, lacrymo, bagarre, et quand on tape sur quelqu'un, généralement, il se défend. Et on arrive à cette absurdité où des pauvres en bleu tapent sur des pauvres en jaune. Parce que les gens en face, même si on leur file des primes de 200 balles le week-end, et qui s'en vantent, ils sont pauvres, c'est les mêmes. Ils sont dans les mêmes problématiques que les gens qui viennent manifester. Et c'est donc pas eux, parce que eux, si on leur fout la paix, quand il n'y a pas de flics dans une manif, et il y a pas de bordel. Quand il y a des flics, il y a quelque chose qui crée une tension. Et c'est pas le manifestant qui crée la tension, c'est le flic qui crée la tension. Et c'est même pas le flic. Jérôme Rodriguez a raison. C'est l'ordre qu'on lui donne d'être là, habillé de cette façon et de faire ce qu'il fait. Et alors ce donneur d'ordre pour vous, ce responsable, c'est qui? C'était Castaner, c'était le premier préfet Puech, maintenant c'est l'allemand. Ouais. Et puis c'est in fine celui qui prend toutes les décisions en France en Conseil de défense et qui prend les décisions tout seul, c'est Emmanuel Macron qui aime ce truc-là. Alors les raisons psychologiques qui font qu'il est trouillard au point de vouloir se protéger par la force publique... Vous pensez qu'il a peur d'une insurrection, d'une révolution? Moi je pense qu'il a peur tout court de tout. Mais ça, c'est mon analyse psychologique, j'ai pas fait psycho. Mais je pense qu'il a peur de tout. Il a peur de la vie, il a peur des femmes, il a peur des hommes, il a peur de la violence, il a peur même du discours, il a peur. Il a peur de parler. Parce que quand quelqu'un lui pose une question, il lui répond pendant 8 heures. Il n'est pas capable d'échanger, il est capable de faire de très longs discours. Ce mec a un problème, je sais pas lequel, je suis pas psychologue, j'aimerais que des psychologues se penchent dessus. Mais ce type a un problème, et quand il prend ce type de décision dans un conseil de défense, alors à l'époque où les Gilets jaunes défilaient tous les samedis, il n'y avait pas encore le conseil de défense, mais aujourd'hui on est sous conseil de défense, donc pas d'ordre du jour, pas de compte rendu, débat secret, qui y est, on ne sait pas, et à la fin, un seul prend la décision, Macron. Je trouve que c'est un pays un peu bizarre, pour pas dire autoritaire, et pour pas dire les mots, pour moi il est fasciste. Quand à un moment on arrive dans un truc où une seule personne décide, et quand on n'est pas d'accord, on a la force publique qui vient vous interdire de parler ou de vous exprimer, y compris mais vous allez jusqu'à employer des termes qui sont hyper violents, Bruno Gassiot, quand même. Vous avez une influence, vous le savez aussi. Vous pensez pas que c'est mettre de l'huile sur le feu aussi d'employer de non, c'est de dire... Vous savez, à l'extrême droite, ils disent il faut nommer les choses pour que les choses changent. Eux, ils nomment l'islamisme. Vous considérez qu'Emmanuel Macron est fasciste? Je considère que l'attitude de ce gouvernement est fasciste. Et où elle glisse vers un fascisme. Et, enfin, elle glisse. À force de glisser, je pense qu'elle a touché un fascisme. Et j'attends qu'on me démontre le contraire. J'aimerais même qu'on m'attaque en justice pour diffamation. Parce qu'on pourrait aller dans un risquez, hein. Bien sûr, je le sais, mais je suis au courant. On est en direct en plus. Bien sûr. Donc j'aimerais qu'on m'attaque, que le ministre... le garde des Sceaux, M. Moretti, Dupont, vas-y, et qu'il m'attaque
en disant vous avez traité ce gouvernement de fasciste, vous avez diffamé ce gouvernement. Puis nous irions dans un tribunal, et dans un tribunal, on pourrait ou non démontrer que l'attitude de ce gouvernement tend au fascisme. Alors Denis Robert, c'est très grave, hein, les accusations que porte votre ami là, Bruno Gassio, vous les soutenez ? Vas-y, viens avec moi en procès, viens. Non, back-toi. Les procès, j'ai donné, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il pose assez bien le problème. Il y a à l'évidence une fascisation des esprits, une fascisation du pouvoir. Il y a encore pas, il y a le bruit des bottes, effectivement, quand il y a les manifs. Mais est-ce que Macron est fasciste ? Non, mais pas lui. Alors, je retire. Si j'ai dit que Macron était fasciste, je retire. Mais l'attitude qui consiste à prendre des décisions sous état d'urgence dans un conseil de défense et qu'un homme seul prenne ces décisions, c'est une attitude fasciste. Vous ne pensez pas qu'on peut vous accuser de populisme en disant ça, justement, d'inciter... C'est quoi populisme ? Définissez-moi populisme. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement réveiller les instincts les plus primaires et voilà, comme je le disais, vous avez une influence, des gens faibles d'esprit peuvent se dire, voilà, Bruno Gassio dit ça, donc je vais descendre dans la rue et puis je vais appeler à la révolution et puis alors appeler à la révolution, oui, moi je suis pour l'appel à la révolution. Comme Francis Lalanne ? Il faut appeler à la révolution, mais il y a une façon démocratique de faire la révolution, c'est de voter pour un parti révolutionnaire. Mais ce président, il a été élu de manière légale. Bien sûr, mais je conteste pas sa légalité. Il a été élu pour être président de la 5e République. Ça n'autorise pas tout non plus. Il a été élu pour être président de la 5e République, c'est-à-dire définir la politique de la nation. Il y a un Premier ministre qui est censé conduire la politique de la nation et un Parlement qui est censé contrôler l'action du gouvernement, proposer des lois et de voter des lois. Il y a autour de ça un Sénat qui vient contrebalancer, quand il n'est pas dans le même camp, l'Assemblée nationale, et il y a un Conseil constitutionnel. Toutes ces instances-là ont disparu. Ouais, si je peux rebondir, parce que je pourrais illustrer par des exemples le propos de Bruno qui tend effectivement vers une forme de fascisme, et on l'a vu effectivement avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous parliez de Jérôme Rodriguez, un mot là-dessus. Ils ont quand même mis plus d'un an à trouver ces deux policiers. On voit bien que l'IGPN a mal fait son travail, mais comme Bruno est quelqu'un qui ne lâche rien et qu'il a tenu bon, etc., ça tient à sa personnalité aussi. Il y a des tas d'histoires qui ne sont pas réglées. Et il y en a une en particulier que je connais bien, puisque aux médias, c'est un peu à mon initiative qu'elle est ressortie, c'est l'affaire Zineb Redouane, où on voit exactement, c'est-à-dire que là, on nous a fait croire dans un premier temps que cette dame était morte dans un hôpital, puis on nous a dit que la balle était arrivée en cloche, alors que la balle était arrivée directement tirée par un CRS, et le capitaine de cette compagnie de CRS de Saint-Étienne a été ensuite décoré par Castaner. Mais au-delà de l'histoire Zineb Redouane, ce qui se passe dans ce pays, et je crois que le décembre 2019, ça a été le pire moment pour Emmanuel Macron. C'est là où l'État a véritablement vacillé. Et donc, ils ont fabriqué des fake news en permanence sur les bavures policières ou sur des victimes de la police, comme l'était cette dame. Et on voit bien que là, on était, et je pense qu'on est toujours, mais ils ont assez bien réussi leur coup, face à un État, vous parliez de démocratie, mais Emmanuel Macron n'a tenu à ce moment-là que grâce à sa police. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Si la police n'était pas là avec ses méthodes fascistes, pour certains d'entre eux, et je dis ça à dessein, parce que moi j'ai entendu les propos de policiers. Mais vous prenez ce terme également, Denis Robert, pardon de me faire un peu l'avocat du diable, mais attendez, il y a eu des violences aussi à l'égard des policiers. Vous ne niez pas ça quand même tous les deux. Non, mais je suis d'accord avec ça. Non, mais quand on traite les Noirs de bamboula à la télévision, Mais qui dit ça parmi... C'est bien fait pour sa gueule. Mais c'est quand même, c'est des propos qui ont été tenus, et ils ont été tenus. Mais pas par des membres du gouvernement, Denis Robert. Par des députés.
Non, ils ont été tenus par des syndicalistes policiers et ils ont été tenus par des policiers à qui ensuite on a donné des médailles. Castaner, il a donné des médailles à tous ces flics qui à Nice ont tabassé cette dame Geneviève qui est tombée. Je ne vais pas énumérer tout. On le sait tous, les éborgnements, David Dufresne. Est-ce qu'il faut faire une généralité pour autant de cas qui peuvent être isolés aussi? Vous pouvez le reconnaître, non? Vous pensez que tous les policiers... Je pense que tous les policiers répondant, personne ne dit ça. Moi, je suis pour la police républicaine et j'aime la police. Quand j'ai un problème, je vais voir la police. Bah oui, vous êtes bien content de la trouver quand vous avez des problèmes. Mais personne n'est contre. Vous avez été menacé, je me souviens. Bien sûr, mais personne n'est contre la police globalement. Quand Jérôme Rodriguez dit que la police répond à des ordres, c'est les donneurs d'ordre à la police qui leur demandent de se comporter comme ça. Certains de ces policiers sont ravis de se comporter comme ça, et puis d'autres, et j'en connais, et certains me parlent pour me dire, voilà, nous on est obligés, on est là, et ceux-là, ils essayent de rester un peu en arrière, mais quand ils restent un petit peu en arrière trop longtemps, leurs collègues qui aiment ça leur disent, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec nous? Et il y a d'autres syndicats de police que les syndicats qu'on entend tout le temps sur les chaînes d'infos continues. Il y en a d'autres qui disent le contraire, qui disent, on aimerait une police qui soit un peu plus républicaine. Et c'est à ceux-là que Blas entend donner la parole, Denis Robert et Bruno Gassiot. Il faudrait donner la parole à tout le monde. J'avais fait un entretien avec un policier républicain qui était président de plus gros syndicats de police, qui s'appelle Jean-Louis Arajol. Et quand on parle avec des policiers... Ou Alexandre Langlois, je pense. Oui, il y a lui, bien sûr, mais je pensais à Arajol parce qu'il est plus ancien, il est d'une autre génération et il a écrit un bouquin là-dessus. Et ces gens-là, ces policiers-là souffrent. Il y a des têtes. Moi, j'ai un copain qui est commissaire qui est pas du tout d'accord quand il voit le syndicat des commissaires venir sur les plateaux télé dire des choses auxquelles il croit pas. Il y a comme une... Voilà, ces propos-là sont complètement soutiennent complètement le pouvoir. Il y a comme une collusion entre ce pouvoir et ces syndicats de police. Il y a un vrai dysfonctionnement en termes au niveau de l'éclatement des syndicats de policiers et surtout de la place qu'on leur donne sur les plateaux télé. Je veux dire, il faudrait un jour que, je ne sais pas si ça a peut-être été fait, mais que ça soit quantifié. Parce que maintenant, on invite aussi les femmes de policiers en colère, on invite des fois des syndicalistes locaux. Enfin, je veux dire, je comprends qu'il y ait une souffrance policière. Je suis le premier. Je veux dire, j'ai aucune. Enfin, vous voyez le climat dans lequel nous sommes aussi. À l'égard des policiers, la police est nécessaire, mais une police républicaine, pas une police privatisée par un État vacillant qui tabasse et qui éborgne, comme c'est le cas en ce moment. C'est simplement ça le problème. Après, on met des mots comme fascisation ou fascisme. C'est un peu fort quand on se remémore l'histoire. Mais il y a un danger. Il y a un danger en ce moment dans ce pays. C'est pour ça qu'on fait Blas. C'est pour ça que moi je sors de mon bureau et de mes bouquins et du confort que j'ai, parce que je me dis j'ai pas envie de laisser, j'ai des enfants, j'ai des amis, etc. Il est de ma responsabilité d'aller au charbon, en tout cas pendant encore 2-3 ans, et de créer peut-être plus, je dis 2-3 ans parce qu'il y a l'échéance des présidentielles, etc. Mais on veut créer un rapport de force, informer différemment, et puis on verra bien. Il n'y a que l'information qui peut nous sauver. Eh bien, on continue ces discussions avec vous, Denis Robert et Bruno Gassiot, jusqu'à 14h. On est en direct dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Ne bougez pas, on fait une courte pause, on se retrouve dans un instant. Dernier quart d'heure dans Les Incorrectibles sur Sud Radio avec cette semaine, à l'occasion de la prochaine sortie d'un nouveau média baptisé Blast, créé par Denis Robert et dans lequel Bruno Gassiot aura une part importante. Eh bien, nous poursuivons cette discussion qui était animée à l'égard et fortement critique du gouvernement. On parlait des Gilets jaunes et de ce mouvement. Et moi, j'aimerais vous faire rebondir, cher Denis Robert et cher Bruno Gassiot, également sur, j'ai envie de dire, cette parenthèse judiciaire. C'était ce mercredi, la présidente du Rassemblement national, elle comparaissait devant le tribunal de Nanterre en compagnie de l'eurodéputé Gilbert Collard pour diffusion d'images violentes et attentatoires à la dignité humaine susceptibles d'être vues par des mineurs. Elle avait en effet publié sur Twitter en 2015 des photos d'exactions de Daesh. 5 000 € d'amende ont été réclamés par le procureur. Pour Marine Le Pen, son procès est celui d'une adversaire politique. La patronne du RN a réitéré qu'elle n'a fait que défendre l'honneur de son parti. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce qu'on a raison de la poursuivre en justice, Marine Le Pen? Il n'y a pas de raison ou pas raison. La justice a dû trouver quelque chose pour la poursuivre. Il y a eu un procès. Attendons, il y a un procès. C'est comme ça que ça se passe. Quel que soit l'individu... Non, mais là, c'était pour dénoncer une violence qui, évidemment, n'a rien à voir avec ces Gilets jaunes. C'était les violences terroristes. Et donc, elle avait mis des photos, en effet... J'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas vu les photos qu'elle a publiées. Dénoncer la violence terroriste, c'est condamnable?
A priori, non, mais justement, j'en sais rien, en ayant relayé une photo... Très honnêtement, je ne connais pas l'affaire. Je ne sais pas les photos qu'elle a publiées. Je ne regarde pas ce que fait cette dame. Ça ne m'intéresse pas. Mais... que la justice ait trouvé quelque chose pour l'attaquer, que la justice l'attaque, qu'elle se défende, on est dans un process normal. C'est normal. Là, c'était sur les photos en question, si j'ai bonne mémoire. Les exactions de Daesh, oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand on va un peu sur Internet et qu'on fouille, on trouve des horreurs, on trouve des décapitations, on trouve des enfants morts, on trouve. Enfin, et alors si on commence c'est tellement facile de faire des clics en publiant ces photos-là. Moi, je suis responsable de Blast. Je publie pas ces images parce qu'il y a un respect pour la personne humaine, et puis parce que in fine, c'est faire de la publicité à ces connards, quoi. Donc il y a un manque de sa part. Il y a un manque, indépendamment du fait qu'on ne soit pas d'accord politiquement, il y a une volonté évidente d'exploiter une émotion, et il y a un manque de recul, quoi. Enfin, donc moi, après, la justice suit son cours, hein, donc voilà, je suis de l'avis de Bruno. Pourquoi alors je vous parlais de Marine Le Pen, puisque évidemment vous dénonciez donc ce climat, hein, donc autour d'Emmanuel Macron et de cette dérive, selon les mots que vous employez, peut-être même jusqu'à aller au mot fascisant. Aujourd'hui, Marine Le Pen, dans les sondages, elle est aux portes du pouvoir. Ça vous interpelle pas, ça ? On parlait d'un climat, vous parliez d'un climat. Il y a un climat social en France qui est assez explosif parce que des gens... Est-ce que vous pensez que si tous les Français pensaient comme vous, excusez-moi de vous interrompre, que la police était aussi condamnable que vous le décrivez, est-ce que vous pensez que la moitié des Français, d'après les derniers sondages, seraient à deux doigts de mettre Marine Le Pen donc aux portes de la présidence ? Les sondages à un an, on va lever le pied, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. La police, encore une fois, je le répète, fait ce qu'on lui demande de faire. Et j'espère qu'il y a peut-être des gens dans la police que ça arrange et que ça amuse d'aller taper sur des pauvres gens avec des gilets jaunes, alors qu'eux sont des pauvres, encore une fois, en bleu. Mais je suppose qu'une majorité de la police préférerait passer ses samedis ailleurs, ne pas être habillés comme des Robocop. C'est une violence physique quand on les voit qui est terrible. Ils préféreraient faire autre chose de leur samedi et de leur dimanche. Et ce mouvement crise sanitaire oblige, aujourd'hui, il est étouffé. Vous pensez qu'il peut reprendre ? Vraiment, vous disiez en tête, de secret. Sûr. Il n'a jamais été arrêté. On est au bord d'une... Vous le disiez en antenne, on ne trahit aucun secret. On est aux portes peut-être d'un soulèvement de nouveau révolutionnaire, vous pensez ou pas ? C'est pas... Il y a une crise sociale. Il y a une colère et une crise sociale qui touche une partie trop importante de la population. C'est trop important. Il y a des inégalités qui sont trop importantes. Et face à ça, le gouvernement actuel, le précédent avait fait la même chose, et donc il y a eu une montée jusqu'à exploser avec l'histoire des Gilets jaunes, et c'est tombé sous Macron, mais ça vient de très loin. Ce gouvernement, au lieu de répondre aux causes des misères qui font que les gens ne s'en sortent plus, même quand ils travaillent, pour certains, eh bien il envoie la police. Et il envoie la police avec des ordres qui sont... rentrez-leur dedans. L'Allemand a dit « allez à la percussion, percutez-les, ça fera reculer les autres ». Et effectivement, dans les manifs où il y avait des gosses au départ... On n'est pas du même monde quand il parlait à une gilet jaune. On n'est pas dans le même camp. Ouais, dans le même camp. Ouais. On n'est pas dans le même camp. Il est dans un camp et la population est dans un autre camp. Non. Alors évidemment, il y a une partie de la population qui soutient, et je suis très conscient de ça. Est-ce que ça fait partie des 48%? J'en sais rien. Parce que je suis allé, moi, dans les manifs de Gilets jaunes, beaucoup. J'ai vu des gens du Front National, enfin, du RN, maintenant il s'appelle, j'en ai vu. Et on parle avec. Et au bout de 10 minutes, on se rend compte qu'ils sont dans la même merde que le mec qui est de gauche, qui est socialiste, qui est modem, ou qui est rien du tout, qui est sorti de chez lui juste parce qu'il en peut plus. Et il y a tout. Ce qu'on appelle le gaucho-lepénisme, hein. Mais non, c'est pas le gaucho-lepénisme, c'est juste des gens pas contents. Alors après, ils ont, grâce aux journalistes comme vous, un label maintenant, il s'appelle gaucho-lepénisme ou islamo-gauchiste. On essaye de mettre des étiquettes dessus. Mais si vous alliez dans les manifs, au lieu d'être derrière votre micro, vous vous rendriez compte que... Alors ici, à Sud Radio, on a pas mal donné la parole. Il y en a quand même quelques-uns ici. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à Sud Radio et pas ailleurs. Merci. Et... ces gens-là, quand on parle avec eux, il faut prendre le temps. Une manif, ça dure 4 heures, 5 heures, et on croise des gens avec qui on n'a pas envie de prendre un café, hein, parfois. Il y a vraiment des connards monumentaux, à mes yeux. Ils sont racistes, sont xénophobes. Pour eux, c'est la faute aux Arabes, aux Noirs. Alors, mauvaise nouvelle pour vous, les gars,
l'immigration, ça n'a pas encore commencé. Ça arrive, mais ça n'a pas encore commencé. On est au début des grands flux migratoires. On est tout au début. Quand il y aura tous les flux migratoires des réfugiés climatiques, ça va être des dizaines et des dizaines de millions. Là, c'est de la rigolade pour le moment. Denis Robert, justement, j'aimerais vous faire réagir également, puisqu'on parle des médias et de leur façon d'informer. On va s'attarder quelques minutes sur l'affaire du moment, celle de Didier Lemaire. Vous savez, ce professeur de philo de Trappes, ville des Yvelines, au centre de l'actu. Alors, il a annoncé qu'il quitterait donc l'éducation nationale. Le 5 février, le magazine Le Point avait en effet publié son témoignage dans lequel ce prof exprime son opinion sur cette ville de Trappes, dans laquelle il vit et enseigne, en proie, selon lui, à une mouvance islamiste et au communautarisme religieux. Il s'est ensuite exprimé dans divers médias, dont Sud Radio, pour raconter comment il a vu sa ville et ses élèves se transformer sous l'emprise islamiste et dénoncer les menaces et les pressions dont il est victime. Quel regard vous portez, Denis Robert, sur le traitement médiatique de cette affaire? Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, s'était même dit inquiet des outrances et de certaines inexactitudes du professeur qu'il avait qualifié d'irresponsable et accusé de mettre de l'huile sur le feu. Alors c'était quand même assez incroyable. Au lieu d'être soutenu, il a plutôt l'inverse, quoi. Ça fait partie des emballements médiatiques. J'ai pas suivi ça, occupé que je suis par Blast, j'ai pas suivi ça à la minute près, mais il m'est apparu 2-3 choses. Vous l'auriez traité dans Blast, vous? Qu'est-ce que tu dis? Vous l'auriez traité dans Blast, cet événement? Oui, on l'aurait traité, on aurait sans doute, moi j'aurais été volontiers donné la parole à ce professeur, comme au maire, dont j'ai oublié le nom, au maire de Trappes. J'ai trouvé que le maire de Trappes, sur le fond, avait raison, mais sur la forme, a commis une erreur absolument tragique, surtout après ce qu'on a vécu ces derniers temps avec Daesh et tout ça, c'est d'aller distribuer un tract devant le lycée, quoi. Alors ce professeur qui n'était pas trop, il n'était pas trop soutenu par ses collègues, soudain il a été énormément soutenu. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un discours sous-jacent et une idéologie derrière sa prise de position. Après, l'islam. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le terrorisme. J'ai fait un film là-dessus qui s'appelle Ennemi public. Je vois aussi la désinformation autour de tout ça et la manière dont on se sert de Daesh pour faire passer plein de choses qui sont aussi importantes. Vous pensez qu'on en fait trop? Je pense qu'on en fait trop. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a, si vous me permettez, vous parliez de Le Pen et de sa montée, enfin, etc. Je pense que c'est beaucoup le matraquage des médias qui l'a fait monter. Et quand elle se tait, c'est là où elle monte le plus. Mais il y a une affaire en ce moment qui je trouve, passe sous le radar des médias. Et je voudrais mettre deux choses en parallèle. Le dossier qu'a sorti Le Monde, qui s'appelle Open Lux, où on voit que les amis du pouvoir, à commencer par Xavier Niel, ont défiscalisé à mort, ont fraudé le fisc dans des proportions abyssales, et qu'aujourd'hui, la seule association en France qui remplace d'ailleurs le parquet, qui s'appelle Anticorps, on lui donne pas son habilitation, on lui fait un procès en sorcellerie, on invente des journalistes. Là, en l'occurrence, des journalistes du Journal du Dimanche, le Journal du Dimanche qui prend l'argent de la Macronie pour faire pour se sauver, comme Paris Match ou d'autres d'ailleurs, tous ces journaux des groupes Arnaud, Lagardère, etc., font une campagne absolument dégueulasse contre Anticorps, alors qu'Anticorps, c'est une des meilleures nouvelles qui existe en France aujourd'hui, parce que c'est des milliers de militants, je pense qu'ils sont plus de 5000 adhérents, qui luttent véritablement contre la corruption. Et quand on voit la manière dont ce gouvernement tergiverse, là, ils ont reporté l'habilitation à avril. D'un côté, on a ça, avec des tas de papiers dans la presse absolument lamentables, et à côté, vous avez des amis du pouvoir qui défiscalisent, etc. On voit qu'il y a une inégalité de traitement qui est scandaleuse et qui génère de la colère et qui pourront nous amener dans la rue, quoi. Parce que si Anticorps est interdit, c'est un immense scandale, quoi. Et je pense que personnellement, d'ailleurs, j'ai soutenu, j'ai été dans plein de manifs de Gilets jaunes, mais cette histoire d'Anticorps, si le ministère public faisait son travail, si Dupond-Moretti, que j'appréciais moi comme avocat, était un véritable garde des Sceaux, il représenterait le ministère public, l'intérêt général. Aujourd'hui, comme ils ne le font pas, comme ils sont lamentables sur toutes les affaires de corruption, heureusement qu'il y a une association
associations comme ça qui existent. Et là, on a ce pouvoir macronien. On voit que Castex hésite parce qu'il est un tout petit peu moins macronien qu'on ne peut l'imaginer, mais ils savent pas comment faire parce que cette association est en train c'est grâce à elle que Colère, le numéro 2 du pouvoir, et Ferrand sont un petit peu ennuyés, que Moretti est également ennuyé. Donc voilà, on est dans un État qui a un ministère de l'Intérieur et une chancellerie qui est complètement à la botte de ce pouvoir. Et là, on veut en plus interdire. La seule bonne nouvelle, c'est l'anticorps. Je suis un peu véhément là-dessus, mais parce que moi, ça me scandalise. Eh bien, ce sera en tout cas quasiment le mot de la fin. Il nous reste seulement une minute. Bruno Gassio, on arrive au terme de cette émission. En 2 mots, le JT décalé, c'est pour voilà, bah, oui, parce que moi, je voulais parler de ça au départ. Oui. Parce que allez, la place importante, elle va pas être si importante que ça. Simplement, dans tous ces médias qu'on dit de alternatifs, pour faire très court, on est très sérieux dans les enquêtes, dans la politique, dans l'analyse. Et on oublie de se marrer. Et moi, j'ai dit à Robert, à Denis, je lui ai dit, j'aimerais, mon Bob. Et je lui ai dit, à un moment, j'aimerais qu'on rigole quand même. Et il est d'accord avec ça. Et donc, on va essayer de faire un JT. On va essayer de le faire quotidien. Ça sera pas des marionnettes, évidemment. Ce seront 2 personnes et un toutologue qui vont rire pendant 5 minutes, tous les jours, autour de l'actualité. Voilà, on va essayer de faire ça. Et ce sera avec vous, Bruno Gassio. Merci beaucoup, Bruno Gassio. Merci, Denis Robert, d'avoir été avec nous cette semaine dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. On rappelle le prochain lancement de Blast. Merci à Lucille Montier à la réalisation, à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes toujours plus nombreux depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche à 13h.